Au cœur de l'Amazonie, certains peuples construisent une maison entière, puis la font disparaître en 3 heures, sans laisser la moindre trace. D'autres peuvent atteindre un singe perché à plus de 30 mètres dans la canopée, dans un silence absolu, à l'aide d'une sarbacane de plus de 2 mètres. Il existe aussi un peuple dont les anciens ont rédigé une véritable encyclopédie de médecine forestière, un savoir que les laboratoires pharmaceutiques occidentaux commencent seulement à étudier. Dans un autre village, les morts ne sont pas enterrés. Leurs cendres sont honorées dans une soupe cérémonielle sacrée, partagée par les membres de la famille. Et chez un peuple devenu extrêmement peu nombreux, des femmes recueillent de jeunes animaux orphelins et les élèvent comme leurs propres enfants. Ces peuples n'ont ni hôpitaux, ni supermarchés, ni électricité. Pourtant, ils ont traversé les siècles pendant que des empires disparaissaient. Pendant des décennies, de nombreux scientifiques ont cru que l'Amazonie était presque vide. Puis en 2022, des satellites ont révélé sous la canopée une découverte capable de bouleverser tout ce que l'on pensait savoir. La forêt qui n'a jamais été vide. L'Amazonie s'étend sur 9 pays et couvre près de 2,85 millions de milles carrés, soit environ 2 fois la superficie de l'Inde. Entre 300 et 400 peuples autochtones vivent encore sur ce vaste territoire. Selon un rapport publié en 2025 par Survival International, au moins 196 d'entre eux restent aujourd'hui sans contact avec le monde extérieur. En 2022, l'archéologue Heiko Prumers et son équipe ont publié une étude dans la revue Nature. Grâce à des lasers capables de traverser visuellement la canopée, ils ont exploré l'Amazonie bolivienne et découvert un réseau de 26 établissements préhispaniques. Ces sites avaient été construits par la culture khazarabe entre l'an 500 et l'an 1400. 1. Les Waorani, Équateur. Dans l'Amazonie équatorienne, il existe un peuple qui chasse comme si la forêt elle-même retenait son souffle. 3 chasseurs suivent depuis près d'1 heure un groupe de singes laineux dans les hauteurs de la canopée. Aucun d'eux n'a brisé une branche sèche. Aucun bruit étranger n'a perturbé le rythme naturel de la jungle. L'un des hommes porte lentement un non-tube à ses lèvres. Un souffle léger. Un singe tombe. C'est ainsi que chassent les Waorani. Les Waorani vivent dans l'Amazonie équatorienne, principalement à l'intérieur et autour du parc national Yasuni. Ce territoire est l'un des plus riches en biodiversité au monde. Un seul hectare de Yasuni peut abriter plus d'espèces d'arbres que toute l'Amérique du Nord réunie. Leur premier contact pacifique avec le monde extérieur a eu lieu en 1958. Avant cela, ils défendaient leur territoire avec une détermination redoutable. Leur arme emblématique est la sarbacane, appelée un pas. Elle est fabriquée à partir de 2 moitiés de bois de palmier, creusées à la main, puis recollées avec une résine naturelle. Certaines dépassent 2 mètres de long. En fabriquer une peut demander plusieurs jours. Les fléchettes sont enduites de curare et enveloppées de fibres de kapok, afin de rester parfaitement ajustées à l'intérieur du tube. Un chasseur Waorani expérimenté peut atteindre un petit oiseau à plus de 30 mètres de hauteur, sans rompre le silence de la forêt. Leurs grandes maisons collectives, appelées onji, sont des structures ouvertes qui accueillent plusieurs familles. Les hamacs y sont suspendus à différentes hauteurs. Les plus bas pour les enfants, les plus hauts pour les adultes. Chez certains anciens Waorani, on peut encore voir l'un de leurs signes visuels les plus reconnaissables. Des lobes d'oreilles étirés, ornés de grands bouchons en bois de balsa. Ces ornements n'étaient pas de simples décorations. Traditionnellement, ils indiquaient qu'un jeune était prêt à se marier. Dans l'univers Waorani, 2 groupes, les Tagaeri et les Taromenan, ont choisi il y a plusieurs générations de s'enfoncer dans les zones les plus reculées de Yasuni. Ils n'ont jamais souhaité le contact. En 1989, l'Équateur a officiellement reconnu leur territoire comme zone intangible Tagaeri Taromenan, interdisant toute activité extractive à l'intérieur. Aujourd'hui, ce choix est défendu au plus haut niveau. En août 2023, les électeurs équatoriens ont approuvé par référendum l'arrêt de l'exploitation pétrolière à Yasuni. Mais la mise en œuvre a été lente. En mars 2025, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a jugé que l'Équateur avait violé les droits des Tagaeri et des Taromenan.
elle a ordonné la fermeture du bloc pétrolier concerné avant mars 2026. C'était une décision mondiale sans précédent en faveur des peuples vivant en isolement volontaire. Les Waorani ont choisi le silence. Et avec lui, la souveraineté. 2. Les Nukak, Colombie. Dans le sud de la Colombie, dans une région appelée Guaviare, on peut entrer dans une clairière et sentir qu'un petit groupe humain y vivait encore la veille. Des hamacs étaient attachés entre ces arbres. Un abri de feuilles de palmier se dressait ici. Mais quelques heures plus tard, tout a disparu. Le camp s'est effacé. La forêt s'est refermée, comme si personne n'était jamais passé. C'est ainsi que vivent les Nukak. Les Nukak sont des chasseurs-cueilleurs. Ils restent rarement plus de 2 ou 3 jours au même endroit. Quand le groupe se déplace, le camp se démonte en moins d'une demi-journée. Ce que la forêt leur a offert, ils le lui rendent. Pour les Nukak, le danger ne vient pas du mouvement, mais de l'immobilité. Rester trop longtemps au même endroit épuiserait les ressources. En avançant sans cesse, ils laissent le gibier revenir, les fruits mûrir, et la forêt se régénérer avant leur retour. Les chasseurs portent des sarbacanes et des fléchettes enduites de curare, un composé végétal qui provoque rapidement le relâchement des muscles de l'animal. Les enfants apprennent en observant. À l'âge de 10 ans, un enfant Nukak peut reconnaître des dizaines de plantes comestibles et marcher dans la jungle sans casser une seule brindille sèche. La nuit, ils dorment dans des hamacs suspendus au-dessus du sol, à l'écart des insectes, des serpents et du maître de la brousse, l'un des plus grands crotales de l'Amazonie. Chez les Nukak, le mariage n'est pas un événement ponctuel. Il n'y a ni date fixe, ni cérémonie publique imposée. Les familles forment des alliances. Les enfants naissent dans la forêt. Et la vie absorbe naturellement ce nouveau lien. Les Nukak ont vécu ainsi pendant des milliers d'années. Puis, en 1988, le monde extérieur les a découverts. Leur premier contact durable avec la société colombienne s'est produit près de la ville de San José del Guaviare. Dans la décennie qui a suivi, leur population a chuté d'environ 65%, passant de près de 2000 personnes à seulement quelques centaines. Ils n'avaient aucune immunité face aux maladies venues de l'extérieur. Le conflit armé les a ensuite repoussés hors de leur terre. En 2018, le recensement comptait 744 Nukak. Selon un rapport d'Al Jazeera publié en 2025, environ 70% d'entre eux sont encore déplacés, vivant dans des camps précaires aux abords de petites villes colombiennes. Plus de 116 000 acres de leurs réserves ont été défrichés pour l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, en 2025, un groupe Nukak mène un combat devant les tribunaux colombiens pour obtenir le droit de retourner dans sa forêt ancestrale. Un peuple qui a survécu 10 000 ans dans l'un des écosystèmes les plus exigeants de la planète a découvert que 40 années de contact représentaient la menace la plus grave de son histoire. Les Nukak savent lire la forêt sans y laisser de traces. Mais plus au sud vit un peuple dont la maîtrise dépasse la chasse. Son savoir le plus puissant ne se trouve pas seulement dans ses mains, mais dans les plantes qui l'entourent. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez votre pays ou votre ville dans les commentaires. Et quel peuple vous a le plus marqué jusqu'ici? Tapez 1 pour les Waorani ou 2 pour les Nukak. 3. Les Matses, Pérou et Brésil. Dans les zones frontalières entre le Pérou et le Brésil, un vieil homme avance lentement dans la jungle. Il s'arrête devant une plante que la plupart des étrangers ne remarqueraient même pas. Il prononce son nom. Il explique quelle partie utiliser, comment la préparer et quelle maladie elle peut soigner. Derrière lui marchent quelques jeunes Matses. Il n'y a ni salle de classe, ni cahier. Seulement la forêt et un homme qui a appris à la lire. Les Matses se désignent simplement comme le peuple. Leur premier contact pacifique avec le monde extérieur date de 1969. En 2015, la tribu Matses s'est associée à la fondation AKT Amazon Conservation. Ensemble, ils ont achevé une encyclopédie de médecine traditionnelle de 500 pages. Chaque chapitre a été rédigé par un ancien chaman accompagné d'un jeune Matses chargé de transcrire les connaissances et de photographier chaque plante.
C'était le premier texte médical complet jamais écrit par un peuple amazonien dans sa propre langue. Depuis, ils ont rédigé un deuxième volume et restauré des jardins de plantes médicinales dans leur communauté du Pérou. Mais la décision la plus importante du projet est peut-être celle-ci. L'encyclopédie est écrite uniquement en langue matsés. Elle ne sera pas traduite. Ce choix est volontaire. Il vise à protéger leur savoir contre les abus extérieurs. Un rituel matsés est désormais étudié dans le monde entier. Il utilise la sécrétion d'une grenouille appelée Philomedusa bicolore, parfois nommée grenouille géante des feuilles. Dans un cadre cérémoniel strict, cette sécrétion est appliquée brièvement sur une petite marque faite sur la peau. Le corps réagit fortement et rapidement, pendant environ une demi-heure. Pour les matsés, cette pratique aide un jeune chasseur à devenir plus concentré, plus alerte et plus stable. La recherche pharmaceutique occidentale a identifié plus de 7 composés puissants dans cette sécrétion. L'un d'eux, la dermorphine, a montré en laboratoire un pouvoir analgésique environ 4000 fois supérieur à celui de la morphine. D'autres composés sont étudiés pour leurs propriétés antimicrobiennes et anticancéreuses. Les matsés insistent cependant sur un point essentiel. Cette pratique appartient à leur contexte culturel et doit être encadrée par des personnes expérimentées. Hors de ce cadre, elle peut devenir réellement dangereuse. On reconnaît aussi un matsé traditionnel à son visage. Ses joues portent de fines lignes tatouées qui rayonnent comme des moustaches. Des chevilles de bois taillées peuvent être portées à travers la lèvre supérieure. Ces marques sont comme un passeport social. Dans l'ancienne tradition, sans elles, on était encore considéré comme un enfant. Avec elles, on était prêt au mariage. Un jeune homme devait aussi servir la famille de sa future épouse pendant 1 an ou plus, en chassant pour elle, avant que le mariage ne soit officialisé. Mais plus au sud, au cœur de l'Amazonie péruvienne, vit un peuple qui ne se contente pas de lire la forêt. Il la cultive sans la détruire. Et il le faisait bien avant que la science occidentale ne donne un nom à cette pratique. 4. Les Achaninka, Pérou. Une femme marche dans ce qui ressemble à une portion ordinaire de forêt tropicale. Son enfant l'accompagne. Elle s'arrête, se penche et écarte doucement quelques feuilles près d'un arbre fruitier. Le garçon s'accroupit et touche la terre. Pour elle, cette forêt est un jardin. Les Achaninka sont le plus grand peuple autochtone de l'Amazonie péruvienne. Leur territoire s'étend à travers le centre du Pérou et jusqu'à l'État brésilien d'Acre. La science occidentale n'a inventé le terme agroforesterie que dans les années 1970. Les Achaninka, eux, la pratiquaient déjà depuis des siècles. Des arbres fruitiers poussent avec le manioc. Des plantes médicinales grandissent près des cultures alimentaires. Ils n'ont jamais cherché à dominer le sol. Ils ont appris à coopérer avec lui. La racine de manioc est au centre de leur alimentation. Avec elle, ils préparent une boisson fermentée appelée masato, qui occupe une place importante dans leur vie sociale. Leur tunique longue en coton, appelée kushma, est teintée de tons terreux et portée par les hommes comme par les femmes. Les Achaninka possèdent également une cérémonie féminine que très peu de documentaires décrivent correctement. Lorsqu'une fille a ses premières règles, elle entre dans une longue période d'isolement dans une hutte assombrie. Cela peut durer des semaines, parfois des mois. Elle ne doit pas regarder le soleil. Elle doit éviter certains types de viande. Des femmes plus âgées viennent lui enseigner le tissage, la préparation des aliments et la connaissance des plantes. Quand elle sort de cette période, elle possède une nouvelle identité, parfois même un nouveau nom. 2 fois au cours des 150 dernières années, le monde moderne a tenté d'effacer les Achaninka. La première fois fut pendant le boom du caoutchouc à la fin du Xe siècle, période durant laquelle on estime que 30 à 50% de tous les peuples autochtones d'Amazonie ont perdu la vie. La seconde fois eut lieu entre 1980 et 2000, pendant le conflit armé interne au Pérou, lorsqu'une insurrection a directement ciblé les communautés Achaninka. Environ 6000 personnes furent tuées. Près de 40 villages furent entièrement détruits. Et pourtant, ils sont encore là. En septembre 2014, un leader Achaninka, nommé Edwin Chota, originaire de la communauté de Soweto,
a été tué avec 3 autres responsables autochtones pour avoir dénoncé l'exploitation illégale du bois sur leurs terres. Environ 80% de toute l'exploitation illégale du bois au Pérou passe par la zone qu'ils tentaient de protéger. En septembre 2025, un tribunal péruvien a confirmé une peine de 28 ans de prison contre 2 dirigeants du secteur forestier et 2 bûcherons condamnés pour ces assassinats. Il s'agissait de la première grande condamnation de ce type dans l'Amazonie péruvienne. Les Ashaninka cultivent sans détruire. Ils survivent sans renoncer. Mais la forêt abrite un autre type de survivants. Un peuple dont le savoir le plus profond n'est ni dans le sol, ni seulement dans les plantes. Il se trouve dans les motifs, les chants et parfois dans un simple morceau de tissu. Les Shipibo-Conibo, Pérou. Dans l'Amazonie péruvienne, sur les rives du fleuve Ucayali, une femme est assise en tailleur. Un tissu de coton blanc repose sur ses genoux. Dans sa main, elle tient un pinceau fabriqué à partir de fibres végétales. Elle trace une ligne noire, puis une autre. Les lignes se divisent, s'inclinent, se répondent et forment des motifs géométriques d'une précision presque impossible à croire. Et pourtant, tout est fait à main levée. Cela s'appelle le kene. Pour les Shipibo-Conibo, le kene n'est pas une décoration. C'est une manière de voir le monde. Les communautés Shipibo-Conibo s'étendent le long de l'Ucayali jusqu'aux régions de Loreto, Junín et Madre de Dios. Le fleuve est au centre de leur existence. Ils y pêchent le pêche, aussi appelé arapaima, l'un des plus grands poissons d'eau douce du monde. Il peut dépasser 3 mètres de long et peser plus de 200 kilos. Le fruit du palmier moriche, appelé aguage, fait aussi partie de leur alimentation quotidienne. Le guérisseur Shipibo s'appelle l'onania. Il chante des chants rituels appelés Icaros. Chaque Icaro correspond à une plante précise, à une maladie précise ou à un esprit précis. Ces chants sont reçus pendant les cérémonies, puis perfectionnés pendant des années auprès d'un maître. Ils ne sont pas improvisés. Ils sont transmis. Il existe aussi une tradition plus discrète, mais profondément symbolique. Dans certaines communautés, un jeune homme buvait de l'ayahuasca sous la guidance d'un maître guérisseur afin de recevoir une vision de sa future épouse. Cette vision n'était pas traitée comme un fantasme, mais comme une orientation. Le mariage était ensuite organisé avec les familles. Le mariage entre cousins croisés était la norme. Cette structure est plus ancienne que l'écriture. En 2008, le gouvernement péruvien a officiellement déclaré le kene patrimoine culturel de la nation. En 2024, la grande artiste Shipibo Sara Flores a collaboré avec la directrice créative Maria Grazia Churi pour la collection Dior Cruz, portant ainsi l'art traditionnel Shipibo sur une scène mondiale. Quelques mois plus tard, lors d'un événement de mode péruvien appelé Origins 2024, une créatrice s'est plainte publiquement que les Shipibo avaient refusé de partager gratuitement leur savoir lié au kene. La communauté demandait simplement à être rémunérée et créditée pour les motifs hérités de ses ancêtres. Les Shipibo peignent l'univers sur du tissu. Ils chantent la médecine dans l'air. Et depuis des siècles, ils négocient leur souveraineté culturelle. Mais plus à l'est, de l'autre côté de la frontière entre le Brésil et le Venezuela, vit l'un des plus grands peuples amazoniens encore proche de son mode de vie traditionnel. Et ce qu'il fait pour ses morts est l'une des cérémonies les plus mal comprises du continent. 6. Les Yanomami, Brésil et Venezuela. Imaginez une grande maison circulaire, percée au centre du toit par une large ouverture, si vaste que le ciel semble faire partie du plafond. Jusqu'à 400 personnes peuvent vivre dans cet espace. Des enfants, des chasseurs, des guérisseurs, des anciens, tous mangent et dorment dans la même structure. On l'appelle un chabono. Les Yanomami vivent dans la région frontalière entre le nord du Brésil et le sud du Venezuela, dans le haut bassin de l'Orénoque. Avec environ 35 000 personnes, ils font partie des plus grands peuples autochtones d'Amazonie, vivant encore près de leur mode de vie traditionnel. Chaque jour, des hommes s'assoient en tailleur sur le sol du chabono. L'un place un long tube de bois contre la narine d'un autre et souffle une petite quantité de poudre brune, appelée yopo ou epena. En quelques instants, ils entrent en communication avec les esprits de leurs ancêtres. Pour eux, ce n'est pas un divertissement. C'est une forme quotidienne de dialogue,
prise avec le plus grand sérieux. Lorsqu'un Yanomami meurt, son corps n'est pas enterré. Il est incinéré, puis les os sont délicatement broyés en une fine cendre. Cette cendre est ensuite mélangée à une soupe sacrée de plantain et partagée lors d'une cérémonie de deuil appelée Rea'u. Les Yanomami croient que l'esprit du défunt doit être ramené chez lui à travers le corps de ceux qu'il aimait. Laisser le corps seul dans la terre serait, selon leur vision du monde, abandonner l'âme. Pour eux, ce geste est l'acte de respect le plus profond envers ceux qu'ils ont perdus. Le mariage Yanomami repose sur des obligations. Un jeune homme chasse pour la famille de sa future épouse pendant 1 à 3 ans avant le mariage. Les mariages entre cousins croisés sont privilégiés. Dans certains groupes, un oncle peut épouser la fille de sa sœur. Il existe aussi des tabous alimentaires. Un chasseur ne peut pas manger l'animal qu'il a lui-même tué. Il doit le donner. La communauté se nourrit de ce que les autres rapportent. Ce pacte maintient le groupe en vie. Ces dernières années ont été terribles. Au début de 2023, plus de 25 000 chercheurs d'or illégaux étaient présents sur les terres Yanomami. Le mercure utilisé dans l'extraction minière a contaminé les rivières, les poissons, puis les habitants. Le Brésil a déclaré une urgence humanitaire et envoyé des forces fédérales. Selon un rapport du gouvernement brésilien publié en janvier 2025, après 2 ans d'opération, l'exploitation minière illégale sur le territoire Yanomami avait diminué de 91%. Les décès liés à la malnutrition ont baissé de 68% au cours du premier semestre 2024. Plus de 114 000 paniers alimentaires ont été distribués. Mais le mercure ne disparaît pas rapidement. Une étude menée en 2024 par l'Institut fédéral brésilien de santé Fiocruz a trouvé des traces de mercure chez chacune des 300 personnes Yanomami testées. Le combat n'est donc pas terminé. Parmi les peuples que nous avons découverts jusqu'ici, Nukak, Waorani, Matses, Ashaninka, Shipibo et Yanomami, lequel vous a le plus bouleversé? Écrivez son nom dans les commentaires. Nous lisons chaque réponse. C'est les Awa, le peuple qui allait la forêt. Une femme d'environ 40 ans est assise à l'ombre d'un abri de chaume. Dans ses bras, elle tient un petit singe. La mère de l'animal a été tuée lors d'une chasse. Alors cette femme le nourrit. Son propre bébé se trouve à quelques pas. Le singe et l'enfant partagent le même lait. Les Awa vivent dans l'état brésilien du Maranhão, à l'extrémité orientale de l'Amazonie. Survival International les a décrits comme le peuple le plus menacé de la planète. Sur environ 460 Awa déjà contactés, une centaine d'autres resteraient encore sans contact, cachés plus profondément dans la forêt. Ce type d'allaitement n'est pas exceptionnel dans leur tradition. Depuis des générations, les Awa élèvent des singes orphelins, des agoutis et de petits mammifères forestiers comme des membres de la famille. Ces animaux ne sont jamais vendus. Ils ne sont jamais mangés. Certains récits parlent de femmes Awa ayant élevé plus de 30 singes domestiques. Quelques-uns ont vécu dans la maison familiale jusqu'à mourir de vieillesse. Chez les Awa, les anthropologues ont aussi documenté une pratique rare. Il arrive qu'une femme vive avec 2 maris en même temps. Parfois, ces 2 maris sont frères. Dans une communauté de seulement quelques centaines de personnes, cela n'est pas considéré comme une transgression. C'est une stratégie de survie qui permet de maintenir les familles liées, nourries et protégées. Des règles culturelles claires existent également. On ne coupe pas un arbre là où reposent les ancêtres. On ne blesse pas un animal qui a été élevé par la tribu. Mais la pression qui pèse sur les Awa est réelle, et elle avance vite. Environ 30% de l'un de leurs territoires a été défriché par l'exploitation forestière illégale depuis 1985. La réserve d'Arariboia, où vivent beaucoup de leurs parents non contactés, a subi certains des incendies les plus graves de tous les territoires autochtones du Brésil ces dernières années. Des bûcherons ont été repérés en train de marquer des arbres à seulement 3 km environ des villages Awa. Survival International a lancé une campagne mondiale pour les Awa, qui a déjà généré plus de 41 000 lettres de protestation. Le gouvernement brésilien a finalement commencé de grandes opérations pour expulser les bûcherons.
Parmi les 196 peuples autochtones non contactés identifiés dans le monde par Survival en 2025, près de la moitié pourrait disparaître au cours des 10 prochaines années. Les Awa possèdent l'une des populations les plus réduites de cette liste. Mais ils comptent aussi parmi les plus généreux. Ils survivent parce qu'ils ont appris à écouter la forêt. Ce que beaucoup appellent encore une nature sauvage n'a jamais été vide. Pour eux, c'était une bibliothèque, une pharmacie, une cathédrale, une cuisine, un atelier. Depuis 10 000 ans. Et si vous vous souvenez de ce que les satellites ont révélé en 2022? Ce réseau de cités oubliées sous la canopée bolivienne. Alors tout devient plus clair. L'Amazonie n'était pas simplement sauvage. Elle était entretenue. Par eux. Par leurs ancêtres. Par des peuples que l'on a trop longtemps considérés comme perdus. Sur les 196 peuples non contactés encore cachés dans les dernières grandes forêts du monde, presque la moitié pourrait disparaître dans la prochaine décennie. Non pas parce qu'ils n'ont pas su apprendre, mais parce que nous, de l'autre côté de la canopée, n'avons pas su écouter. Peut-être que la vraie question n'a jamais été « Comment ont-ils survécu dans la jungle ?» La vraie question est plutôt « Que pourrions-nous apprendre si nous commencions enfin à l'écouter avec eux ?» Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que l'Amazonie n'est qu'une forêt d'arbres. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire quel peuple ou quelle histoire vous aimeriez voir dans un documentaire complet.